Vous aviez l'habitude de le voir en tant qu'animateur, mais cette fois-ci, il est invité, c'est Romain Bussy. Bonjour à toi. Bonjour, merci. Alors Romain Bussy, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire, tu étais jeune, tu as commencé par le karaté, c'est ton père qui t'a initié à cet art martial? Exactement. Alors, tout a commencé en fait dans ma grande jeunesse. C'est quand j'avais 6 ans, j'ai commencé à faire un peu de karaté. Sur la mode Servolex, c'est là où l'association Budo Attitude a été créée. Mais j'ai pas beaucoup accroché. Donc, je suis après allé sur Chambéry voir Monsieur Valentini. Henri Valentini. Henri Valentini, le fondateur du karaté en Savoie. Et je suis resté 1 an, 2 ans. Mais moi, je préférais plutôt, à cet âge-là, gambader dehors avec les copains. Les copains, ouais. Ouais, exactement. Et en fait, à mes 14 ans, c'est un âge où on a besoin de se construire, de devenir un homme. À ce moment-là, mon père m'a dit, voilà, si tu veux prendre confiance en toi, il faut faire un art martial. Et moi, je me cherchais, j'avais une idée du karaté à l'époque. Et je me disais, ouais, mais le karaté, j'en ai déjà fait, ça me plaît pas, etc. Il m'a dit, mais ouais, mais t'en as fait, mais t'étais jeune, et puis tu devrais rester avec Henri Valentini, parce qu'il a une approche qui est particulière. Et c'est ce que j'ai essayé. Et depuis, j'ai jamais arrêté. Et Henri Valentini, il était spécialisé dans quoi? Dans Yosekang, dans l'Oido-ryu? Alors, à l'époque, en effet, c'était milieu des années 90. Monsieur Valentini, déjà, il faut savoir, c'est le fondateur du karaté en Savoie, donc c'est un des pionniers en France du karaté, c'est-à-dire qui a rencontré les Japonais sur Paris et qui a commencé à le diffuser en Provence. Lui, il s'est intéressé au style. Au début, il n'y avait que le Shotokan qui est arrivé en France. C'est un style très connu aujourd'hui aussi. Et puis après, il s'est mis quelques années après au karaté Wado-ryu. Donc le karaté Wado-ryu est un style beaucoup plus souple et plus complet, avec un jeu de clés, d'esquive et aussi de projection. Voilà, donc c'est à ça qu'il s'est mis. Et c'est finalement lui qui a énormément rassemblé, en Savoie en tout cas, ce style de karaté. Il a créé des clubs un peu partout, jusqu'à Albertville. Je peux dire que la plupart des professeurs qui sont actuellement en Savoie et qui ont vraiment une expérience dans le karaté ont quasiment tous, été formés par Henri Valentini. Et la Savoie était un fief du Wado-ryu en France. C'est un endroit où il y avait énormément de pratiquants de ce style, grâce à l'initiative de Monsieur Valentini. Et du coup, Henri, il a été formé par quel maître Alors lui, il a été formé par le maître Tatsuo Suzuki, et puis il a suivi longtemps Naomi Ishikawa, qui était aussi un professeur, un expert japonais, et qui lui après a vécu en Hollande. Il faut savoir qu'à l'époque, le Wado-ryu, le karaté Wado-ryu, c'était une famille d'experts en fait en Europe qui développait ce style. Et Henri a fait un gros travail, Monsieur Valentini a fait un gros travail en Savoie pour vraiment promouvoir le style Wado-ryu et organiser des stages toute l'année. Autre chose, la question c'était le Yosekan. Alors le Yosekan, en effet, quand je suis arrivé en 92, Hiro Mochizuki, qui est un grand expert des arts martiaux en Europe et en France, et qui a donc fondé le Yosekan Budo, était au départ un des représentants aussi du Wado-ryu. Quand le grand maître japonais Hironori Otsuka était encore vivant, Hiro Mochizuki fédérait autour du Wado-ryu également, puisque c'est lui qui a porté le Wado-ryu en France et en Europe. Et M. Valentini, à un moment, a été rappelé quand maître Mochizuki a créé le Yosekan Budo. Il a rappelé les anciens qu'il avait formés du karaté et même de l'aïkido, d'autres experts. Et c'est à ce moment-là que je suis arrivé. Donc j'étais formé dans le karaté Wado-ryu, mais aussi dans le style Yosekan, avec des anciens du Wado-ryu. Il y avait beaucoup de pratiquants, de combattants qui étaient autour d'Henri Valentini. Moi, j'étais un petit jeune. Et aussi des gens qui venaient chercher ce nouveau style, le Yosekan Budo. Et du coup, avant de revenir sur le Yosekan, je voulais savoir ta relation que tu avais avec Henri Valentini. Avec Monsieur Valentini, on a une relation très amicale et très proche. Tout d'abord parce que c'est un grand professeur d'art martial et de karaté. Pas que de karaté, il pratique aussi le tai chi, il a fait aussi du qigong. Et c'est surtout une personne de grande valeur. Donc lui, il fait partie des personnes pour moi qui ont su garder le cap pour transmettre les valeurs de l'art martial. J'en connais pas beaucoup. C'est le seul que je connais à ce niveau-là. Et lui, il a vraiment voulu garder cette éthique qu'il y a derrière les arts martiaux et cette spiritualité sous-jacente aussi,
quelle qu'elle soit, qui traverse en fait l'art du combat. Donc Monsieur Valentini, c'est vraiment quelqu'un que je respecte. Et c'est lui qui m'a donné, si je peux dire, la passion dans cette pratique. Et au-delà, c'est lui qui a aussi transmis des valeurs humaines très importantes et qui avait une dignité dans cette manière de transmettre et de pratiquer aussi. Et du coup, pour rester dans le karaté, tu nous as parlé tout à l'heure de Yosekang. Est-ce qu'il y a un lien? Parce que du coup, il a un peu introduit le Yosekang avec Mochizuki. Oui, exactement. Et en fait, toi, tu t'es aussi mis là-dedans, finalement. Exactement. Alors, à l'époque, on suivait Hiromu Mochizuki, on faisait du Wadoryu et on commençait à intégrer le Yosekan dans l'association du Karaté Club de Chambéry, l'association de Monsieur Valentini. Donc, on partait aussi au Grau du Roi, dans le sud de la France, pour des stages d'été. Et c'est là où j'ai d'ailleurs rencontré Philippe Mithieu, qui était plus âgé que moi. Moi, j'étais vraiment un jeune à l'époque. Et une équipe en fait de combattants qui avaient fait de la boxe, du taekwondo. Et en fait, on est partis tous ensemble dans ces stages-là. Pour moi, c'est des souvenirs magnifiques. Et puis, c'est ça qui m'a construit, qui m'a bâti, qui m'a donné l'envie. Vraiment l'envie et la passion. Quelle est la différence entre le Wadoryu et le Yosekang? Alors, le Wadoryu, c'est un karaté qui est très souple et qui est fluide, qui va privilégier l'esquive et la souplesse. Et le Yosekan Budo, c'est un style complet qui reprend en fait la manière de pratiquer du Japon dans les systèmes d'origine. C'est un jujutsu, c'est-à-dire on va autant utiliser le pied-point, les projections et le travail au sol. Et Maître Mochizuki a créé le système de l'ondulation, une manière en fait d'utiliser le corps qui finalement qu'on va retrouver en karaté, en judo et en aïkido. Un mouvement en fait, si on sait bien le faire partir du centre et avec tout un système biomécanique et logique du corps, on se rend compte qu'il a la même origine et qu'il se déploie de la même manière pour mettre un coup de poing, une projection par exemple en Ippon Seinage en judo, et ben c'est la même source du mouvement. Donc je dirais que le Yosekan est un style très complet qui a en même temps associé la pratique sportive et moderne et qui a su conserver la tradition. Le karaté est un style plus linéaire qui cherche l'ancrage. Le Yosekan va plutôt utiliser les sutemi et le déséquilibre pour trouver l'énergie. Voilà, le karaté, lui, cherche à s'ancrer. Donc ça, c'est la différence technique. Maintenant, au niveau de l'état d'esprit, quand un expert ou un formateur fait un chemin authentique et véritable, ils se retrouvent en fait sur la manière de penser leur travail, sur la manière les objectifs qu'ils mettent dans leur travail, où il y a une éthique, une efficacité technique et aussi une efficacité dans le combat. Donc ça, c'est important, quel que soit l'art. Donc ça, c'est un ciment parce que Monsieur Valentini, qui pratiquait déjà depuis longtemps le karaté, s'est ouvert, a eu cette ouverture vers le Yosekan parce qu'il avait confiance aussi en Maître Mochizuki. Et c'est ces relations qu'on tisse au fil de notre chemin qui fait qu'on va prendre certaines expériences de maître, etc. Mais en fait, le point central et l'orientation et la vision, c'est la chose la plus importante. La manière dont on va travailler son corps, la manière dont on pense l'art martial et la manière dont on le partage aussi. Voilà. Donc sur cet aspect-là, c'est des écoles qui se ressemblent parce que ce sont des gens de grande qualité, des experts de grande qualité. Voilà. Et du coup, pour rester encore dans le karaté, tu es passé de élève à formateur en fondant Budo Attitude en 2009, c'est ça? En 2005. 2005, ah oui. Alors, c'est un long processus. Moi, j'ai jamais... en fait, on commence le karaté, on devient passionné, puis on s'intéresse aux arts martiaux. Moi, j'ai rencontré d'ailleurs Nabil Kiba à cette époque, qui est toujours à mes côtés. On est comme des frères. Et voilà, c'est un chemin, en fait, qui nous construit, qui nous bâtit. Et puis, on est élève longtemps. En tout cas, à l'époque, c'était le cas. Si on est quelqu'un de persévérant, eh ben, on a la chance de rester dans l'art. Et puis, à partir de là, on devient assistant du professeur. Puis après, on encadre des cours. Et puis après, on fait son propre chemin. Et si on continue à persévérer, ben, un jour, on se rend compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui font ce chemin. Puis on se retrouve responsable d'une association. Puis on continue le chemin, quoi. C'est comme un entonnoir qui s'ouvre. Donc, c'est en 2005 que moi, j'ai fondé Budo Attitude à la mode Servolex. Pourquoi Budo Attitude ? Ce nom, parce qu'à l'époque, j'étais critiqué sur ça, c'est normal. Les gens avaient l'habitude de parler de karaté Motrin, karaté Chambéry.
Moi, grâce à Monsieur Valentini, je le dis très clairement, un jour, Monsieur Valentini m'a dit, si tu veux progresser dans ton karaté, c'est important que tu ailles voir du côté des Chinois. Parce que lui avait fait déjà cette démarche avant les autres. Il s'était mis au tai chi. Et mon ami Nabil Kiba était un des premiers qui m'a parlé du Qigong et du tai chi. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et puis à 20 ans, on aime le combat, on s'intéresse plus à ça, aux formes sportives. Finalement, vu que j'avais confiance dans ces personnes-là, eh ben, je m'y suis mis. Ça n'a pas été simple, hein. Et c'est ça, en fait, qui m'a amené vers le Qigong et le Tai Chi, voilà, progressivement. Et je me suis rendu compte qu'en fait, le tronc commun de tout ça, bah, c'était une attitude à avoir dans la manière dont on pratique. Et je me rendais compte que dans ces pratiques-là, il y avait beaucoup de gens qui restaient enfermés dans un système. Dans le karaté, il y a beaucoup de gens très enfermés dans leur système. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Il faut pouvoir faire ça. Moi, je les comprends aussi. Ils ont fait 20, 30 ans d'une façon, on a appris d'une façon d'un coup, on leur dit il faut changer, il faut évoluer. Il faut être ouvert d'esprit du coup. L'art martial nécessite une ouverture d'esprit certaine. Et c'est pas donné à tout le monde. Après, quand on a la chance d'être passionné, c'est une passion, c'est important. Bah, souvent, ça nous pousse à aller voir plus loin. Donc ça, je pense que c'est une démarche qui est importante. Et ben voilà. Donc par rapport à ça, je me suis dit le budo, ça rassemble finalement un esprit autour des arts martiaux japonais. Et puis on a besoin surtout de mettre en avant une attitude dans le travail et la recherche. Maître Mochizuki et M. Valentini employaient des mots dans le travail technique. Il disait c'est un laboratoire d'études ce qu'on fait à travers nos pratiques dans le club. C'est vraiment ça. On n'est pas là pour se prouver quelque chose. On est là tout le temps pour cheminer à travers la technique, la relation, le combat. Et c'est ça qui va nous amener à une véritable progression, une formation concrète de son corps et de son esprit. Et puis, c'est une forme, une méthode d'éducation, en fait, pour nous comprendre, pour nous trouver, et pour mieux aussi s'harmoniser avec les autres. Le combat, c'est une manière aussi de s'harmoniser avec l'autre. Si tu ne sais pas t'harmoniser, tu ne sais pas faire du combat. Il faut comprendre comment l'autre bouge. Être à l'écoute de son corps et de l'autre. Voilà, il faut comprendre comment l'autre bouge, comment travailler ensemble avant de pouvoir trouver les failles et comment utiliser les failles. Voilà. Du coup, tu as dit que Nabil t'a initié au Tai Chi, au Qigong, et du coup, tu t'es rendu à Paris auprès des Temps du Corps avec Maître Kewen. Alors ça, c'est bien plus tard. Ça, donc, moi, j'ai cheminé longtemps avec Monsieur Valentini. À un moment, j'ai créé mon association. On est resté en très bon lien avec Monsieur Valentini, et on a travaillé ensemble jusqu'encore alors. Et voilà, et en 2005, moi j'ai cherché la source du Qigong, vu que j'avais fait cette démarche avec Monsieur Valentini. J'avais la chance, grâce à lui, de rencontrer de très grands experts. J'ai rencontré des experts japonais. J'ai aussi rencontré des experts français comme Bruno Lazari, que je cite ici, qui faisait déjà du Qigong, qui était vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Aussi formé avec Maître Kewen. Donc en 2005, moi j'ai voulu retrouver un peu la source des arts chinois. Et en fait, tout m'a conduit, je dirais, naturellement vers les Temps du Corps. Et c'est là que j'ai rencontré Maître Kewen, pour ramener en fait un travail authentique, tout simplement dans mon association. Comme toutes les associations font quand elles se développent. Le prof, en général, va chercher à l'origine, des connaissances à l'origine, en premier dans les grandes villes, vers Paris, puis après en Chine ou au Japon, si on a la chance d'y aller. Parce que du coup, ça s'est passé comment ta rencontre avec Maître Kewen Tu es devenu son disciple. Comment ça s'est passé ce cheminement de passer d'élève La notion d'élève, elle est importante. On est toujours des élèves, même en tant que prof, dans le sens qu'on va toujours chercher à apprendre. Ce qui s'est passé avec Maître Kewen, c'est tout simplement que je me suis inscrit à des stages. Puis après, j'ai vu que des formations étaient proposées, qui s'appelait à l'époque formation professionnelle en Qigong, qui est maintenant celle qui se nomme formation Qigong à la méditation, c'est la base en fait. Donc c'est une formation sur 3 ans que Maître Kewen a construite dès le début de son association en 92, 93, voilà, ou 94, en tout cas c'est le début des années 90. Donc je me suis inscrit à cette formation et Maître Kewen rencontrait ses élèves, ses stagiaires, et moi, voilà, on s'est rencontrés comme ça. Et je trouvais vraiment que l'enseignement de Maître Kewen résonnait dans tout ce que déjà j'avais pu élaborer en Savoie, avec la pratique que j'avais fait avec Monsieur Valentini, et puis que j'avais suivi à d'autres endroits. Il y a eu des ponts, quoi. Il y a eu des ponts, et pour moi, c'était l'évidence qu'il y avait quelque chose qui était vrai là-dedans. Et puis on a parlé un jour, et je lui ai dit, moi je viens pour mon travail de karaté. Je ne suis pas trop intéressé par les personnes un peu âgées qui sont là-dedans.
J'avais 30 ans à l'époque, un peu moins. Je dis voilà, bon, c'est bien, mais moi, ce qui me plaît, en fait, c'est votre humanité, c'est la manière dont vous... j'étais déjà formé dans cette ambiance-là, donc j'ai dit ça me plaît, ça me donne confiance, j'ai envie de continuer. Et un jour, on a pris un café, et je lui ai dit, ben, écoutez, moi, j'ai monté une association en Savoie, et j'ai ouvert du Qigong, et ça marche bien. J'aimerais bien avoir une filiation. Elle m'a dit d'accord. Et puis on a organisé un stage au mois de juin, elle est venue. Et là, on a fait 60 personnes. On a fait vraiment un gros groupe, il y avait la joie, etc. Et après ce stage, maître Kewen m'a dit, ben, je voudrais que tu sois à mes côtés, que tu deviennes formateur avec moi. C'est comme ça que ça a commencé. Du coup, c'est ça la différence entre un simple élève et un disciple? Un disciple, on a souvent l'impression... Alors le disciple, déjà, c'est un mot un peu spirituel qui est vraiment donné en Chine. Le disciple, en fait, c'est l'élève qui fait la démarche en premier. C'est pas un maître qui vous choisit. Ça se fait tout naturellement, c'est-à-dire que c'est un élève qui est vraiment sérieux, passionné et fidèle, qui reste dans un enseignement longtemps et qui tout naturellement est reconnu par le maître. C'est une relation qui se fait tout naturellement. Et évidemment, vu que cet élève-là prend de l'expérience et en plus est nourri par l'enseignement de l'expert, un jour, l'expert, le maître, le reconnaît comme quelqu'un de cher dans son école, de précieux pour son école, dans la transmission, dans la manière de pratiquer, et il devient son disciple. Oui, c'est quelqu'un d'investi du coup. Voilà. C'est quelqu'un d'investi, mais il y a quand même un moment, de manière officielle, ça peut se positionner, ça peut se poser par un document, et ça peut tout simplement être à l'oral, ça peut être dit par l'expert. Quand l'expert commence à choisir un élève et à dire qu'il le représente, c'est ça un disciple en fait. Voilà. Et du coup, ça fait que vu que tu étais son disciple, elle t'a demandé d'animer des cours en Chine ou même à Paris? Alors en fait, j'ai fait tout un chemin à côté de Kewen sur Paris où je me suis formé déjà, comme tout le monde, dans la formation de base. Et puis, à ses côtés, on a commencé à enseigner les techniques qu'on apprenait. Et puis, elle nous a formés dans l'intimité. Mais avec un grand maître, un expert chinois, souvent, c'est une formation qui se fait de manière intrinsèque. C'est-à-dire, c'est une relation qu'on a de plus en plus proche, qui nous permet de comprendre par des discussions, des expériences qu'on vit avec les groupes, avec tout un mouvement. C'est une mouvance, c'est très vivant. Eh ben, on a une compréhension qui s'installe de ce qui est demandé, de ce que c'est que l'art. Mais ça demande du temps et ça demande beaucoup d'engagement. Et à partir de là, la maître Kewen m'a proposé de participer à des démonstrations, des compétitions, et puis d'être de plus en plus autonome dans la manière de gérer mes formations, de gérer les formations chez elle. Et j'ai été, je tiens à les nommer, j'ai eu la chance en fait d'être formateur, je dirais dans une époque un peu à l'ancienne, c'est-à-dire où il fallait un certain temps du coup pour rester à côté du maître, de l'expert. Oui, il donnait pas le... Et à partir de là, on était reconnu par lui. Donc j'ai été formé avec Sylvain Itofo et Wang Yanli, qui ont été, on était trois formateurs des temps du corps à Paris. Et pour moi, c'est des personnes qui m'ont aussi beaucoup apporté personnellement. Donc je tiens à les citer. Et voilà. Et après, moi, j'ai continué mon chemin avec Budo Attitude qui se développait en Savoie. Maître Kewen est venu régulièrement. Puis on a commencé après à faire venir aussi des experts chez moi. Donc c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu bénéficier de toutes ces rencontres et ces relations qui m'ont permis aussi à Budo Attitude de développer des stages de la même façon. Et en 2015, on a ouvert notre première formation des temps du corps en partenariat à Budo Attitude en Savoie avec Maître Kewen. Donc c'est une formation de 3 ans et on est parti avec 2 groupes. Ça s'est fait 2 fois. 2 groupes, on est parti. Alors un premier groupe en Chine, après il y a eu le Covid, mais on allait jusqu'au bout des 3 ans. Donc c'était une sacrée expérience pour Budo Attitude. C'est pas rien 3 ans quand même. C'est pas rien. Faut être investi. Aujourd'hui, alors les gens sont de moins en moins, plus en plus pressés, et ont de plus en plus de mal à rester dans une discipline. Il faut savoir que ça ne ment pas, le corps. De toute façon, il y a besoin de ce temps-là. Donc je pense que le niveau, il va pas être le même avec le temps. Les époques changent, et qu'en fait, ceux qui vraiment amènent de la qualité, c'est ceux qui persévèrent, qui restent dans la durée. Le Qigong, il faut minimum 10 ans pour obtenir des bases. 10 ans d'une pratique très régulière. C'est de la patience. C'est un travail constant, il faut une ouverture d'esprit, comme on l'a déjà dit. Et puis, il faut que ça dure. Et puis, surtout, les relations,
c'est rencontrer des bons professeurs, avoir de bonnes rencontres. Dans le milieu des arts martiaux, il y a souvent des profs qui prennent le dessus, qui ont une démarche sectaire. Ça, c'est une autre chose qu'on ne veut pas à Budo-Attitude. Les gens sont accueillis. Moi qui suis professeur, je me mets au même niveau que mes élèves. Dans le cours, par contre, et dans le stage ou la formation, on est garant du cadre, c'est nous qui amenons une structure, c'est pas n'importe quoi. Par contre, dans la vie, on est tous des êtres humains. Donc ça, c'est toujours important que le professeur et l'expert restent sur cette dimension-là pour que tout simplement l'école dure. Parce qu'après, il y a des conflits, il y a des choses qui se passent, on en voit partout. Ça, c'est la nature humaine. Donc voilà. Donc ça, c'est important, l'attitude qu'on doit avoir. Et l'attitude chez nous, elle est d'accueillir, elle est transversale. Les gens peuvent venir, ils peuvent repartir. Ils peuvent, voilà. Du moment qu'ils respectent les lieux et du moment qu'ils respectent le cadre quand ils sont là. Ça, c'est très important. Mais on n'est pas dans une dimension de gourou. C'est pas comme ça que ça se passe. Et j'en profite pour dire que je pense qu'un grand expert, la place d'un maître, on parle de maître. Un maître, c'est tout simplement quelqu'un qui a énormément travaillé son art, qui par son niveau naturel, avec le nombre d'années, se fait inviter dans les associations. Et après, ça dépasse les frontières. C'est plus loin. Donc un maître, c'est quelqu'un qui a un rayonnement de plus en plus grand. Voilà. Un expert, un maître, c'est un mot ancien, comme le disciple. Un expert, c'est la même qualité du maître. Mais le maître, il y a une dimension spirituelle par ce travail qui est rare. C'est-à-dire que peu de gens, finalement, arrivent à rester dans une vie longtemps dans un art. Mais on pourrait dire ça pour la musique, on pourrait dire ça pour toutes les autres types de pratiques. Parce que les gens se lassent, ils n'arrivent pas à rester... Pour différentes raisons. Moi, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais en tout cas, dans un art martial, il faut des bonnes rencontres. Il faut avoir un bon professeur. Il faut évidemment une technique qui est comprise, qui est bien transmise. Il faut beaucoup d'ouverture d'esprit. Il faut beaucoup d'ingrédients pour que ça fonctionne. Il faut que tout s'aligne. Voilà, et c'est pour ça que c'est rare. C'est rare parce que la nature humaine, évidemment, elle réunit rarement toutes ses qualités. Voilà, donc ça, c'est important pour avoir une école qui dure et pour avoir une pratique qui dure. Un bon professeur, un bon enseignement, une qualité technique à l'origine exemplaire, et puis continuer à échanger, continuer à partager. C'est finalement le plus important dans la pratique de nos arts, c'est toutes les rencontres qu'on va faire et qui vont nous apporter énormément aussi, de vie, qui vont nous enrichir. Ça, c'est vraiment une dimension qui est fondamentale. Les gens parlent soit de combat, soit de bien-être. Vous voyez, dans les arts martiaux, soit je suis un bon combattant, soit ça me fait du bien. Mais en fait, tout ça, c'est un ensemble. Mais c'est les gens qui t'amènent tout ça. C'est les personnes que tu rencontres. Voilà. Donc, Budo-Attitude, en tout cas, moi, c'est l'axe que je lui ai donné. Et l'attitude, c'est une attitude d'ouverture qu'il faut chercher à nourrir. Voilà. C'est pas si simple, hein, moi je dis ça. On a tous nos défauts, nos façons de faire, mais on s'y exerce chaque jour pour conserver en fait une ouverture d'esprit et essayer de le transmettre aux gens. Voilà. Et du coup, tu as parlé de la formation que tu avais en commun avec Maître Kewen. Après le Covid, ça s'est fini et toi, tu as lancé ta propre formation, Qigong pour tous. Explique-nous un peu Alors, la formation qu'on fait à Budo-Attitude, c'est en fait en 2020, il y a eu le Covid, il y a eu tout un chamboulement dans la manière dont les gens percevaient leurs pratiques. Il y a eu pas mal c'est un bouleversement le Covid. Beaucoup d'associations ont fermé, des gens ont changé, voilà. Et finalement, on s'est aperçu que les gens tenaient de moins en moins dans le temps. Et quand bien même, beaucoup étaient, et d'un autre côté, beaucoup étaient vraiment intéressés par de la qualité dans la manière de faire. Moi, tout simplement, en cheminant avec les Français et en cheminant avec les experts chinois, je me suis rendu compte que l'interculturalité, faire passer un message d'un art vers les Français, c'est pas si simple. Et j'ai eu la chance, moi, de cheminer dans les deux mondes un peu, parce que j'étais de l'autre côté, avec les Chinois, avec Maître Kewen. Et plein de questionnements que j'avais eu moi dans ma formation, j'ai vu que tout le monde les avait en fait. Donc à un moment, je me suis dit, on va continuer sur un format plus court d'1 an pour en fait amener un enseignement que les Français peuvent comprendre, mais un enseignement qui reste à la profondeur du Qigong. Voilà, il s'agit pas de créer une méthode, c'est pas ça. C'est comprendre ce qui est proposé et avoir des outils pour les mettre en place, pour les proposer aux gens de manière qualitative et saine surtout. Pas tomber dans des choses ésotériques trop fortes, etc. Voilà. C'est une culture chinoise, c'est une culture ancienne, traditionnelle. On ne peut pas avoir la prétention de connaître ça quand on est en France. Comme un Chinois n'a pas la prétention de connaître vraiment une autre culture. Voilà. Donc
Ça, c'est très important. Et moi, j'ai donné sur cette formation d'un an des outils. Et il y a aussi des intervenants et des experts, des kinés, des docteurs qui vont mettre en lien, en fait, des pratiquants de Qigong, qui vont mettre en lien ce qu'ils font dans les arts martiaux de Qigong avec leurs disciplines respectives. Ça, c'est un apport très intéressant qui permet d'avoir une compréhension. C'est pour ça que je l'ai appelé compréhension du Qigong vers un enseignement adapté. Pourquoi adapté? Parce que moi, j'étais un ancien éducateur sportif et de toute façon, je travaille dans le milieu de l'éducation. Et j'ai créé des ponts beaucoup avec les arts martiaux, notamment le Qigong avec les malades de Parkinson. Ce qui m'a permis d'avoir des outils aussi de travail pour bien comprendre quand on fait du Qigong avec un public adapté ou un public en perte de mobilité, qu'on puisse en fait avoir des outils, mais qui restent des outils du Qigong. Parce qu'aujourd'hui, on peut faire un peu de la gym comme ça, on appelle ça sport santé, on fait un peu de gym douce, on met un peu de yoga, un peu. Bon, il y a des liens avec tout ça. Mais le Qigong reste une discipline à part entière et exigeante et qualitative. Voilà, autrement, ça ne s'appellerait pas de Qigong. Donc c'est important d'amener aux gens une compréhension profonde de cet art pour pouvoir après puiser dans cette compréhension et amener des outils adaptés aux gens. Mais du coup, là où les Chinois sont plus dans l'apprentissage de ressenti, nous, les Français, on est plus dans l'analyse et dans la théorie. Tout à fait. C'est pour ça que quand tu dis adapté, c'est par rapport à ça, c'est par rapport à notre manière d'apprendre qui est totalement différente des Chinois, du coup. Alors, il y a deux choses à dire là-dessus. Oui, les Français, on a un esprit très cartésien. Le pratiquant français, de manière générale, a besoin de schématiser les choses et de se les représenter pour les mettre en place ensuite. C'est comme ça qu'on apprend un mouvement sportif, etc. Dans la culture ancienne, ça appartient pas forcément aux Chinois, c'est juste qu'il y a une culture plus ancienne qui passait plus par le ressenti corporel. Donc on va plutôt utiliser ces ressentis avec une harmonisation et une compréhension, une harmonisation avec l'environnement et une compréhension qu'on a de l'espace et du temps, une manière de travailler son corps qui fait que ce ressenti va nous amener à un travail profond. Voilà. Mais en réalité, un Français peut faire ça, hein. Ce n'est pas une question de Français ou de Chinois, c'est une question de changer un câblage qu'on a en France sur une vision du corps, qui est sur une vision dure, une vision de contrôle, etc., de grand contrôle, à une vision où ça circule, où le mouvement est plus doux, plus souple. Mais ça ne signifie pas que c'est plus mou ou que c'est moins efficace, bien au contraire. Parce que derrière cette rondeur, on amène une intention, une puissance aussi dans la manière de travailler l'intérieur du corps. Donc c'est même très, 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 très fort comme façon de travailler. Et ça, c'est un apport en plus pour les pratiques sportives. Parce que moi, j'aime le sport. Donc on fait les deux. Voilà. Donc en fait, ça n'est pas dissocié. Et dans la pensée ancienne, l'art du combat, l'art tout simplement, la philosophie, le Qigong, le Tai Chi, la méditation, c'est une seule compréhension du corps avec son environnement. On a le même corps, donc ça paraît presque aberrant de se dire que en fait ça c'est du karaté, ça c'est du Qigong. Bien sûr que les arts sont bien différenciés, ils ont une façon de travailler, une vie c'est trop court pour développer une technique et un art. Mais par contre il y a un tronc commun à tout ça. C'est ce qui est un peu à chercher à faire Hiro Mochizuki dans le développement du Yosekan. Et en fait c'est ce qui est intéressant, c'est de se comprendre dans son corps pour l'utiliser de différentes manières, selon l'art qu'on va produire, soit le combat, soit la méditation, soit même la médecine traditionnelle, etc. Du coup, vu que tu proposais ta formation pour tous, tu fais aussi venir de grands maîtres et experts au sein de Budo Attitude. Oui. Chaque année, il y a plusieurs stages qui sont proposés au sein de l'association. Moi, je ne choisis pas les maîtres déjà. C'est la pratique. Quand on pratique d'une certaine manière, je l'ai dit dans mon discours précédent, on fait des rencontres. Ces rencontres, quand elles vibrent, et on appelle ça vibratoire. Le vibratoire, c'est pas un mot incroyable, c'est tout simplement qu'à un moment, tu ressens que la personne, elle est juste, qu'elle correspond à quelque chose à un moment avec toi, dans cette passion qu'on a en commun, et on peut partager des choses ensemble. Voilà. Donc, c'est de cette manière-là qu'on rencontre des personnes, des experts, des personnes de qualité. En tout cas, c'est comme ça que moi, ça s'est passé dans tout mon chemin et puis dans Budo Attitude. Et à Budo Attitude, des personnes qui vont être dans l'ouverture d'esprit, l'accueil et évidemment une qualité dans la manière de pratiquer et même d'aborder une relation humaine. Ces personnes-là sont évidemment les bienvenues chez nous et ça se fait tout naturellement.
Donc on fait venir autant des personnes, des experts de karaté, même de Yosei Kambuto, comme Michi Mochizuki, qui est le fils d'Hiro Mochizuki, que j'apprécie beaucoup pour son engagement, sa pédagogie, sa personnalité. Tran dans le... Tran Migneux dans le style Wadoryu. Monsieur Valentini, bien sûr, mais ça c'est évident. Et ben ces personnes-là sont là parce que ça passe, parce qu'on a une relation qui est positive et saine. À partir de là, les conditions sont placées pour pouvoir pratiquer correctement un art martial ou une technique. Donc au niveau des experts chinois, c'est bien sûr ma relation avec Maître Kewen. C'est pour ça que j'en parle. Souvent, je mets en avant Maître Kewen. C'est pas parce que j'ai envie de mettre en avant Maître Kewen, quand bien même j'en ai envie, parce que j'apprécie beaucoup Maître Kewen. Celle qui fait le pont entre la Chine mais parce qu'il ne faut jamais oublier d'où viennent les histoires et comment on a rencontré les gens. Et pour moi, ces personnes, Maître Kewen est une personne qui a contribué énormément au développement du Qigong. Et c'est elle qui m'a permis d'aller loin dans cette voie au départ. Donc j'ai une grande, comme Monsieur Valentini, donc j'ai une grande reconnaissance éternelle à ce qui a pu être apporté. Donc dans ce cadre-là, on a pu bénéficier des experts du Wudang parce qu'elle a fait ce chemin avec la Chine et Budo Attitude a pu en bénéficier. Donc on fait venir différents experts et selon la période, selon la fidélité des uns et des autres, selon l'envie et le projet, eh ben, ces experts, en tout cas, on les garde avec grande fidélité chaque année, on essaie de les faire revenir. C'est aussi grâce à la contribution des stagiaires et des pratiquants. Il ne faut pas oublier que les gens qui viennent chez nous, c'est grâce à eux aussi, par leur passion, leur engagement, qu'on peut faire venir des grands experts, parce que c'est une certaine organisation, un certain coût. Donc tout ça, c'est une alchimie entre personnes qui fait qu'on a une recette qui réussit pour la promotion en fait, de cette culture et de ces pratiques. Mais pour moi, ce qui est important de dire, c'est qu'on n'est pas dans un carrefour à consommer. C'est des personnes qu'on rencontre à un moment, et c'est ça qui va créer en fait toutes ces relations. Mais quand bien même, il faut que le professeur de l'association puisse percevoir ça et puisse s'engager pour créer cette relation. Ça, c'est mon rôle, par exemple. C'est mon rôle ici à Budo Attitude. Mon rôle, c'est de conserver ces relations saines et d'essayer de faire que toutes ces activités perdurent. Parce que quand on est un passionné, ce qui est important, c'est que ça perdure et que ça évolue, évidemment. On n'est pas figé, comme je l'ai dit au départ. Du coup, ouais, en parlant d'évolution, toi, ça te permet d'enrichir un peu tes connaissances pour d'autres stages. Comme par exemple, tu proposes un stage chaque année en Aveyron qui dure une semaine. Alors explique-nous un peu comment ça se passe. Ce stage en Aveyron, c'est une histoire familiale. Ma mère est d'origine aveyronnaise. Voilà. Et donc, depuis très jeune, je suis venu régulièrement dans l'Aveyron parce qu'on a une maison de famille. Et c'est un lieu très propice, c'est un lieu avec une nature resplendissante. Ici, on est même, on est au château de Gironde, qui est un lieu magnifique. On a choisi de faire cette interview ici parce que y a une énergie, il y a quelque chose. Et déjà, moi, je suis quelqu'un qui aime la nature dès mon enfance, donc j'aimais venir ici. C'est un ressourcement. Et en 2009, avec la création de l'association en 2005, tout naturellement, je me suis dit, on va faire partager un moment d'une semaine ensemble autour de la pratique du Qigong et dans un environnement qui est propice et qui est, je dirais, ressourçant avec la pratique. On est en 2026 aujourd'hui. Le stage a un grand succès. Il fédère des groupes de fidèles, des groupes de gens qui sont vraiment dans l'état d'esprit de ce qu'on propose. Et c'est un moment presque, je dirais, sacré chaque année. Les gens sont contents de se retrouver. C'est un peu avec l'accueil des nouveaux stagiaires, parce qu'il y a toujours des nouveaux stagiaires. Donc en fait, c'est une famille qui grandit et autour d'un projet, de pratiquer ensemble de manière sérieuse, qualitative, et de s'immerger une semaine ensemble dans un environnement magnifique, avec des activités culturelles, des activités sportives, et c'est surtout une amitié, une grande amitié ensemble. Donc ça, c'est très important à l'heure actuelle, dans un monde où je pense que la technologie nous amène à une espèce de séparation plus évidente des relations humaines. Et ces moments-là sont précieux dans une année. Donc voilà. Donc ça, c'est un stage en effet qui a lieu chaque année depuis 2009 et qui intègre tous les nouveaux et qui continue de perdurer. De la même manière qu'on essaie de faire perdurer nos relations avec les experts venant de l'étranger. Donc ça, c'est voilà.
En fait, ce stage, il permet à la fois de se déconnecter du virtuel, mais de se reconnecter avec on va dire, l'humain. Ouais. En fait, le fait de se couper de son environnement habituel, professionnel, social, et d'aller dans un autre lieu avec des personnes qui cherchent la même chose, ben, ça crée des conditions pour se retrouver entre nous et pour partager autre chose que nos préoccupations quotidiennes. Donc oui, c'est très important de faire cette démarche. Et puis on retrouve, on en est là aujourd'hui. On a besoin de créer des moments ensemble pour retrouver une simplicité dans les rapports humains et de partager des activités saines ensemble. Parce que le Qigong est une activité, une pratique qui va nous amener vraiment un travail sur le corps et la santé et l'esprit aussi. Et puis l'environnement et puis toutes les activités qu'on fait en dehors vont nous permettre évidemment d'amener encore des ingrédients pour que ça devienne une semaine en fait de ressourcement. Voilà, donc c'est ça l'idée. Et du coup, pendant ton stage, chaque année, tu proposes des formes différentes. En gros, l'objectif du stage, c'est de faire une forme entière, c'est ça? Pour parler de ce que je fais déjà l'année, je suis quelqu'un qui enseigne 4 heures d'arts martiaux de Qigong et d'arts martiaux par jour. Donc ça, c'est déjà assez rare. Et en plus, j'ai la chance de continuer à progresser grâce aux experts chinois que je fréquente régulièrement. Donc ça, c'est déjà le socle de mon travail qui fait que je suis tout le temps en perpétuelle recherche dans ce que je suis en train de travailler sur moi, sur mon corps et avec les autres. Donc chaque année, en fait, on a tout au long de l'année une histoire d'expérience avec les maîtres, des nouvelles techniques qui arrivent. Et en Aveyron, de manière très instinctive, je choisis un thème ou une méthode, ou souvent à travers une méthode bien sûr, pour parler en fait de cette compréhension du corps. Voilà, c'est ça l'idée d'un stage sur une semaine. Donc les gens, ils viennent pas pour manger une technique, quand bien même on apprend une technique, ils viennent pour entendre un discours et un enseignement profond sur le Qigong. Voilà. Donc c'est ça l'idée de ces stages. Et là, en fait, on avait 3 heures de cours par jour. C'est quand même intensif. C'est une grosse semaine. Alors on a 2 types de formats qu'on peut voir dans ce type de propositions de stages. Vous avez des stages en immersion, c'est-à-dire où les gens sont dans un lieu, pendant une journée ils travaillent, ils mangent, ils dorment ensemble. Voilà. Moi, c'est pas ce que j'ai voulu faire en Aveyron. Je suis quelqu'un qui a une nature assez libre et j'aime bien aussi m'échapper, revenir. Et en fait, donc, ça me correspond. Donc, j'ai proposé un stage de 3 heures le matin, mais avec un travail sur le corps qui est conséquent. Les gens en ont pour leur stage, comme on dit. Et l'après-midi, on propose de se réunir autour d'activités culturelles, sportives, ou même d'être libre, de pouvoir dormir, se reposer, faire sa vie. Les gens peuvent choisir leur format d'hébergement, que ce soit l'hôtel, le camping, les gîtes, même il y en a qui viennent en camping-car, ce qui permet de nous retrouver et de pas avoir déjà cette logistique d'hébergement à faire, et puis chacun avec ses budgets peut s'y retrouver. Tout ça centré sur la pratique du Qigong. Donc ça, c'est la manière dont je conçois ces semaines, et ça plaît à beaucoup, vu que des personnes en tout cas qui cherchent ça reviennent chaque année, voilà, et on se retrouve avec plaisir. Et du coup, cette année, on a eu des jeunes pour ce stage. Quel conseil tu donnerais aux jeunes qui en fait qui comprennent pas forcément cet art martial, qui disent que c'est simplement des gestes? Quel mot tu pourrais utiliser pour leur donner envie Parce que beaucoup de personnes, comme par exemple Anne-Laure, disaient que ouais, j'aurais dû commencer plus tôt. En fait, à chaque fois, on regrette en se disant purée, mais pourquoi j'ai pas commencé plus tôt Beaucoup de personnes pensent au bout d'un certain âge, j'aurais dû commencer plus tôt. Il faut savoir qu'il n'y en avait pas plus tôt. L'ouverture au Qigong en France, ça a commencé, je l'ai dit, dans le début 90, grâce à Maître Keowen et Dominique Cazaïs, entre autres. C'est quand même des pionniers en France. Il y en a d'autres, mais eux, c'est les plus gros et c'est ceux qui ont fait un gros travail. Donc déjà, ça n'existait pas. Premièrement, déjà, il a fallu plusieurs décennies pour comprendre ce qui était proposé dans cette culture du corps. Parce que nous, on a une vision de notre corps et de son utilisation qui n'est pas la même que dans la pratique traditionnelle chinoise. Il ne faut pas penser que tous les Chinois savent faire. C'est juste une tradition qui vient d'une spiritualité, d'une culture de ces pays-là. Donc ça, c'est déjà des choses. Donc nous, pourquoi les anciens sont plus présents là? Pour 2 raisons. La première, c'est que quand on travaille plus, on commence à se soucier de sa santé à partir de 50-60 ans. Parce qu'on commence à avoir des problèmes de santé. Et puis on n'a plus autant de force physique. Donc on va naturellement se tourner vers ces pratiques-là, des formes plus douces, la gym douce. Il y a plein de pratiques proposées. Mais ça, c'est pas l'idée du Qigong, vu que derrière, il y a un véritable développement.
quand bien même, si on a la chance de rencontrer vraiment une pratique qui nous attire, avec un développement aussi spirituel de l'esprit, une manière, un mieux-être qui est bien au-delà d'un bien-être simplement pour se faire du bien, se relâcher, c'est pas ça. C'est un mieux-être. Donc ça demande une certaine maturité donc déjà aussi. C'est-à-dire il y a un âge pour faire ça, pour comprendre ça. Donc les jeunes, c'est normal qu'à 14-15 ans, quand bien même nous, avec Nabil, on a commencé à cet âge-là, mais c'est assez rare parce qu'on a plutôt besoin de bouger, de se dépenser. Et moi, je conseille ça aux jeunes. Nous, c'est exactement notre histoire. On aimait le combat, on a fait du combat. Je conseille ça aux jeunes, mais si on a la chance aujourd'hui que ça existe, et en plus de faire de la méditation, de travailler le Qigong, le Tai Chi, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et de gagner du temps sur toute sa gestion personnelle du stress. La jeunesse aujourd'hui fait facilement des angoisses, il y a des fragilités physiques, je pense dû à l'intégration du portable, du téléphone, des réseaux sociaux dans nos vies. Moi qui suis très proche des jeunes, je le vois, j'ai vu évoluer ça. Peut-être un attrait plus fort pour les technologies et moins pour ce qui est physique. Ça va permettre déjà de gérer toute cette partie psychique et endurante du corps. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Pour développer les pratiques sportives, mieux travailler à l'école, mieux s'investir avec les autres, et puis amener un esprit d'ouverture, vu que c'est des pratiques qui prônent ça, dans la manière de les intégrer, dans la manière de gérer les relations dans un groupe. Donc les jeunes, je leur dirais qu'il faut qu'ils soient accompagnés, évidemment qu'ils soient avec... c'est bien de faire ça en famille, avec des parents, des amis, c'est plus stimulant. Voilà, mais bien sûr que c'est bien pour les jeunes. Et du coup, est-ce que tu penses qu'à l'avenir, les gens vont plus s'intéresser au Qigong et au Tai Chi Oui, je pense que... alors déjà, si on prend au niveau mondial, la population est vieillissante dans certains pays, dans les pays européens, c'est certain. Donc de toute façon, il y a plus de personnes qui vieillissent que de naissances. Donc on aura de plus en plus de gens, pour les raisons que j'évoquais précédemment, qui vont s'intéresser à ces pratiques de santé. La jeunesse devra de toute manière pratiquer ce type d'activité parce que elles sont de plus en plus présentes et puis parce qu'il y a une nécessité pour trouver un équilibre. Parce qu'aujourd'hui, l'équilibre pour les jeunes est important à trouver, je pense. Du coup, qu'est-ce qui te plaît le plus en Aveyron ? Ici, l'Aveyron, c'est un lieu qui n'a pas été colonisé par l'esprit citadin. Donc, tout simplement parce qu'il est derrière le Massif central, c'est difficile d'accès, il n'y a pas encore de grande voie d'accès. Et puis, on a donc des lieux, une nature qui est très riche. Il faut savoir que c'est ici qu'on trouve encore le plus grand nombre d'espèces d'insectes en Europe. Donc, il y a une nature assez préservée, authentique, pas une agriculture de masse, etc. Donc, c'est un lieu, en fait, difficile d'accès et en même temps très préservé. Et puis, il y a une histoire très forte ici. C'est un lieu avec plein de lieux différents. Et c'est pour ça qu'on a on a énormément de vestiges de l'époque médiévale. Voilà. Et puis surtout, cet endroit ici, autour de la vallée du Lot, vers Flagnac, c'est le passage des pèlerins qui font le chemin de Compostelle vers l'Espagne. Et il y a Conques, il y a une ville, Conques qui est une ville très 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 belle, très pittoresque, qui draine en fait toute cette ambiance d'énergie entre les pèlerins, les touristes qui recherchent des coins au calme, donc c'est un tourisme de qualité, et puis ces lieux qui sont préservés depuis des siècles, quoi. Donc voilà ce qu'on trouve en Aveyron. Et je dirais que c'est une région qui est douce pour l'esprit et le corps. Quand on vient passer du temps ici, on ressent, on est revitalisé, on est de manière saine. On se ressource. C'est l'esprit, on sort de là, on est, voilà. C'est doux à l'intérieur. En tout cas, merci à toi Romain. C'était avec plaisir. Un super podcast. Super, et puis au plaisir, vous êtes tous vraiment les bienvenus en Aveyron. Voilà, on est vraiment une association, on se veut ouvert et du moment que la démarche est faite d'un côté, nous ici ça se passe très bien et on est enveloppé dans une ambiance qui est conviviale et qui est humaine. Et si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires pour les prochains podcasts. À bientôt, merci.